Il y a une chose très importante à savoir concernant cet événement. Tout part à l'origine de l'événement de la guerre de Darkseid où Batman parvient à s'installer sur la chaise Mobius, un artefact cosmique qui donne à celui qui s'assoit dessus des pouvoirs de Dieu en plus de lui donner tout le savoir de l'univers. Batman a alors demandé à la chaise quelle est la véritable identité du Joker. C'est là qu'il apprend qu'ils sont en réalité 3. Malgré tout, cette histoire des 3 Jokers que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas canon à l'univers Prime et fait partie d'un univers alternatif. Le concept des 3 Jokers vu à ce moment-là est canon, mais Batman n'a jamais exploré cette piste. Tandis que l'histoire des 3 Jokers que je vais raconter, c'est en gros un « et si Batman avait enquêté sur les 3 Jokers ». De toute manière, après cet événement avec la chaise Mobius, etc., DC ont refaçonné l'univers DC avec la fameuse renaissance Rebirth. Bref, voilà pour le contexte. Donc, pour faire simple, l'idée des 3 Jokers, canon, l'histoire des 3 Jokers, pas canon. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or. L'histoire débute de manière particulièrement sombre avec un Batman gravement blessé se dirigeant vers la Batcave en quête de soins, comme il est coutumier de le faire auprès d'Alfred après avoir subi une blessure mortelle infligée lors d'une confrontation avec le Pingouin. Ce moment laisse entrevoir les multiples cicatrices que Batman a accumulées au fil des années contre divers vilains de Gotham. Cependant, 3 cicatrices en particulier ravivent en lui de douloureux souvenirs, celles qui ont été causées par le Joker à 3 époques distinctes de sa vie. Parallèlement, les informations rapportent que le Joker est en guerre contre diverses familles criminelles de Gotham et qu'il vient d'être aperçu en train de tuer certains membres de la famille. Mais il est aussi rapporté que le Joker a récemment enlevé des acteurs de comédie. Peu après, Batman se rend sur les lieux d'un crime, une nouvelle atrocité orchestrée par le Joker. Un meurtre incompréhensible aux yeux de la police qui découvre 3 corps, chacun immergé dans une cuve toxique et revêtu des habits du chef du gang de Red Hood, lequel, selon certaines théories, aurait été le Joker avant de devenir le Joker. Mais ce qui intrigue, c'est de savoir comment le Joker a pu être là à tuer ces 3 pauvres gars tout en tuant et en enlevant des membres d'une famille criminelle. Batgirl rejoint alors Batman en lui signalant que le Joker était effectivement visible sur les caméras de surveillance et évoque l'idée de l'existence de 3 Jokers. Cependant, l'essentiel réside dans le fait qu'elle avertit Batman qu'une cuve de produits toxiques est entièrement vide et qu'un camion a disparu. Simultanément, l'un des présumés morts se redresse brusquement, littéralement mort de rire en sollicitant de l'aide. Il est rapidement transporté en ambulance en direction de l'hôpital. Batman et Batgirl choisissent de l'escorter. Au cours du trajet, Batman confie à Barbara qu'elle n'est pas contrainte de participer à cette enquête sur le Joker, mais celle-ci est déterminée à mettre un terme au meurtre perpétré par ce dernier. Chose importante à savoir, cette histoire se déroule peu de temps après l'épisode marquant où le Joker s'est introduit chez Barbara et lui a tiré dessus, ce qui explique l'inquiétude de Batman à l'avoir engagé dans cette mission. Alors, même si cette histoire n'est pas canon à l'univers Prime, elle se permet de reprendre certaines histoires passives. Cependant, d'un coup, l'ambulance se précipite soudainement vers la Batmobile. Batman réalise rapidement qu'une anomalie se présente et fonce très vite dans l'ambulance où il découvre qu'un des ambulanciers est en réalité Red Hood qui cherche à obtenir des informations sur la localisation du Joker et la moindre info sur lui par des moyens plutôt violents comme à son habitude, s'en prenant ainsi à un homme qui n'est qu'une victime du Joker. Bruce lui ordonne de le relâcher sans délai. Toutefois, fidèle à sa nature provocatrice, Red Hood refuse de s'exécuter, entraînant ainsi une confrontation entre les 2 hommes. Pendant ce temps, à l'extérieur, Batgirl parvient à immobiliser le véhicule en crevant les pneus. Tous parviennent à s'en sortir sans blessure grave. Barbara en profite alors pour engueuler Jason au sujet de son intention d'attaquer une victime du Joker. Cependant, Batman suggère à Jason de se joindre à eux pour mener une enquête à 3 avec Barbara. S'il y a bien 3 Jokers, 3 membres de la Bat-Family seraient utiles. Parallèlement, de l'autre côté de Gotham, caché, le Joker fait enfin son apparition. Mais il n'est pas seul. Il ne s'agit pas d'un ni de 2, mais bien
de 3 jokers qui se présentent respectivement sous les appellations du comique, du clown et du criminel. Parmi ces 3, le criminel est celui qui arbore un visage sans sourire qui, apparemment, dirige les opérations en orientant les 2 autres jokers dans la poursuite de leur plan, car il dispose désormais d'une citerne remplie de produits toxiques. Grâce aux informations que Jason a recueillies de son côté avant de s'associer à Batman, les 3 membres de la Bat Family découvrent que le Joker prépare une machination en lien avec l'aquarium de Gotham, actuellement fermé pour travaux. Une fois sur place, dans les allées, ils font face à une découverte plutôt inattendue. Tous les poissons de l'aquarium ont été jokerisés. Ils réalisent alors que les produits toxiques dérobés par le Joker sont en réalité stockés dans les différents aquariums du lieu. Mais avant de réellement étudier le cas, ils sont pris à partie par des sbires du Joker qui les attendaient. La confrontation débute alors sans détour. Les 2 chauves-souris ainsi que Red Hood parviennent à se défendre avec une remarquable efficacité malgré leur infériorité numérique. De son côté, Red Hood, pris à partie par le chef des sbires, réussit à faire exploser la vitre de l'aquarium afin de libérer un immense requin qui s'abat sur le chef, mettant ainsi un terme à l'embuscade. Très stylé. Un geste bien sûr qui ne plaît absolument pas à Batman, parce qu'ils auraient pu l'interroger pour savoir où se cache le reste des produits, parce qu'il sait que l'aquarium n'est pas assez grand pour contenir tout ce que le Joker a volé. Cependant, soudainement, c'est au tour du Joker en personne de déstabiliser les héros en leur jetant des piranhas. La surprise et la vélocité du clown lui permet d'asséner une attaque violente à Jason qu'il met au sol et démasque. Toutefois, Batman et Batgirl interviennent à temps en le neutralisant. Barbara interroge alors Batman pour savoir si cet individu est véritablement le Joker. Bruce, ayant reconnu son ton de voix et son rire caractéristique, suppose que c'est effectivement le cas, bien qu'il nourrisse des doutes. Mais ces incertitudes sont rapidement dissipées lorsqu'il reçoit un appel de Jim Gordon lui annonçant qu'il pense avoir trouvé le Joker de leur côté. Batman prend alors la décision de s'y rendre rapidement, laissant Jason et Barbara en charge de la surveillance de ce Joker en attendant qu'il soit conduit à Arkham. Après avoir procédé à sa mise sous menottes, Jason émet des réserves quant à l'authenticité de ce Joker. Bien qu'il imite sa manière de parler, sa silhouette paraît plus élancée qu'habituellement. Le prince du crime se réveille au même moment en riant, proclamant qu'il est le seul et unique Joker. Il commence alors à provoquer Red Hood, qui, dans un élan de détermination, sort rapidement son arme afin de mettre un terme à ce cycle incessant de souffrance consistant à laisser le Joker en vie à chaque fois. Barbara s'efforce de dissuader Jason de se livrer à cet acte, tandis que le Joker intensifie ses provocations en rappelant à Jason les événements tragiques de cette nuit où il lui avait fracassé le crâne à l'aide d'un pied de biche. Mais Jason rétorque alors qu'au lieu de le tuer, le Joker a en réalité renforcé sa détermination. Mais le prince du crime retourne cette affirmation contre lui en évoquant les paroles que Jason avait prononcées à l'époque alors qu'il se faisait tabasser. Des mots qui provoquent en Jason un tremblement envahi par les souvenirs de cette nuit, prêt à appuyer sur la détente. Barbara, réalisant la gravité de la situation, choisit d'intervenir en attaquant Jason. Elle lui lance alors un batarang, mais échoue dans sa tentative, offrant ainsi à Jason l'opportunité de tirer une balle directement dans la tête du Joker, mettant enfin un terme à ses démons. Vous n'y croyez peut-être pas, mais le Joker est véritablement mort. Profondément choquée, Barbara hurle avec une colère rarement vue sur Jason. Mais ce dernier, dénué de remords, souligne avec une ironie troublante que Barbara ne manque habituellement jamais sa cible avec un batarang. Or, en cet instant, elle a mystérieusement échoué à toucher Jason, ce qui lui a permis d'éliminer le Joker. Comme si, au fond d'elle, Barbara aspirait tout autant que lui à la mort du Joker à ce moment précis. Une accusation qui plonge Barbara dans une colère noire envers son amie avant qu'elle ne quitte les lieux. Jason, quant à lui, fixe le corps sans vie du Joker, se demandant s'il a réellement abattu le bon. À ce stade de la vidéo, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve l'intrigue excellente. L'intrigue nous conduit alors du côté du Joker, plus précisément vers le comique,
ce qui suggère a priori que celui qui a été abattu était le clown. Sans véritablement comprendre les circonstances, le Joker regagne son domicile, rejoignant ainsi sa petite famille. Content de retrouver son épouse, après une dure journée, il lui demande où se trouve son fils. Ce dernier refuse de descendre et manifeste à sa mère le désir de s'en aller, tandis que la mère implore son fils de descendre, inquiète de la réaction de son père s'il ne vient pas. Vous l'avez compris, sa vie dans la peur et la souffrance. En fin de compte, le fils et l'épouse du Joker se retrouvent à table avec lui pour le dîner. Fidèle à son habitude, dans le but d'égayer son fils, le prince du crime lui raconte une blague et éclate de rire. Cependant, soudainement, le criminel apparaît, interrompant l'imaginaire du comique qui se révèle en réalité isolé, entouré d'un mannequin représentant son épouse imaginaire et d'un ourson pour son fils, illustrant ainsi le côté troublé et mélancolique de l'existence de cette version du personnage. Toujours avec une expression empreinte de sérieux, le criminel ramène le comique à la réalité en lui affirmant que tout n'est que fiction et que seule l'existence de Batman est réelle. Avec une fureur manifeste, il déclare que le clown a été tué et que cette tragédie incombe entièrement au comique qui, par amusement, avait indirectement mis Red Hood sur sa trace. Cependant, ni l'un ni l'autre n'avaient prévu que le clown serait touché d'une balle dans la tête. Malgré tout, leur plan doit continuer. De son côté, Batman, arrivé sur les lieux, découvre le cadavre d'un juge tué par ses propres chiens, infectés par la toxine du Joker. Peu après, Barbara arrive pour informer Batman et la police que Red Hood est un criminel. En privé, elle confie à Bruce que Jason a tué le Joker. À sa grande surprise, Bruce ne réagit pas, ce qui trouble profondément Barbara. Elle avance alors l'idée qu'il est désormais impératif de traquer les deux Jokers restants à deux, ainsi que Red Hood pour meurtre afin qu'il soit jugé. Cependant, Bruce refuse de chasser Jason pour le livrer à la justice et préfère juste s'entretenir avec lui, une chose qui provoque la colère de Barbara. Il explique alors qu'il porte en lui des regrets persistants de ne pas avoir réussi à sauver son apprenti à l'époque. Il excuse alors un peu son geste en disant qu'il a souffert par rapport au Joker. De plus, s'il arrêtait Jason, celui-ci serait contraint de se démasquer et, en tant qu'unique témoin, Batgirl devrait également se révéler pour que Jason puisse être jugé, ce qui est inacceptable pour Batman. Barbara demande alors à Bruce d'obliger Jason à renoncer à son identité de Red Hood. En attendant de retrouver Jason, Batman et Batgirl se dirigent vers la prison de Blackgate. Bruce confie alors à Barbara que le juge, avant d'être dévoré par ses chiens, a été frappé avec un objet dont les empreintes correspondent à une personne précise et d'une importance capitale pour Bruce, les empreintes de Joe Chill, le meurtrier de Martha et Thomas Wayne. Bruce désire donc élucider les circonstances entourant une telle situation. Toutefois, à son arrivée devant la cellule de Chill, il constate qu'elle est vide. Barbara l'informe alors qu'il est malade et qu'il se trouve en soins intensifs, atteint d'un cancer au stade 4 avec seulement quelques semaines à vivre. Batman en déduit donc que quelqu'un a rendu visite à Joe Chill et a prélevé ses empreintes dans le but de l'attirer ici, bien qu'il ne saisisse pas pourquoi un tel indice a été laissé, étant donné surtout que les Jokers ne devraient pas être au courant du triste lien entre Joe et Bruce. Sans réponse pour le moment, le Chevalier Noir décide de partir, informant Barbara qu'Alfred a localisé Jason. De son côté, après avoir interrogé un homme lié aux affaires des Jokers, Jason parvient à localiser l'une de leurs planques, à savoir la piscine de Gotham, fermée depuis un certain temps. Une fois à l'intérieur, il découvre une scène des plus inattendues, une multitude de corps sans vie, a priori, baignés dans la substance toxique dérobée par le Joker au début de l'intrigue. Jason tente alors de joindre Barbara pour la prévenir, mais il se fait soudainement agripper par l'un des corps dont l'apparence rappelle celle du Joker. Ce dernier lui demande alors de l'aide. Surpris, Jason parvient à se défaire de son emprise en lui tirant dessus, mais il est rapidement capturé. À son réveil, il se trouve entièrement dénudé et attaché à une chaise. Il découvre alors la présence des deux Jokers, notamment du criminel qui lui annonce comme ça qu'avant Batman, il était le premier et que Gotham était à lui.
Fidèle à lui-même, Jason le menace, indifférent à son identité, ce qui provoque un rire des plus sadiques de la part du criminel. Le rire est si dérangeant qu'il pousse même Jason à s'interroger sur ce qu'il est. C'est alors que le criminel lui avoue la raison pour laquelle il ne rit jamais. Chaque éclat de rire lui inflige une douleur abominable. Le comédien, de son côté, saisit alors le casque de Jason pour le replacer sur sa tête, moment durant lequel le criminel révèle enfin son plan. Toutes les victimes qu'il a fait depuis le commencement de l'histoire, ainsi que les corps immergés dans la piscine, n'ont pour unique objectif que de donner naissance à un Joker parfait, supérieur à tous ses prédécesseurs, afin de confronter Batman. Il avance alors l'idée que Jason serait un candidat idéal pour devenir le prochain Joker, en raison de sa haine à l'égard de Batman, comparable à la sienne. Cependant, il finit par renoncer à cette proposition, affirmant que Jason n'est pas suffisamment brillant pour jouer ce rôle. Le comédien se saisit alors d'un pied de biche et commence à frapper violemment Jason à la tête. C'est pour ça qu'il lui avait remis le casque, parce qu'il ne souhaite pas le tuer, mais juste le faire souffrir comme avant. Peu de temps après, Batman et Batgirl, alertés par la localisation de Jason, arrivent sur les lieux, mais ils se retrouvent rapidement cernés par les nombreux tests infructueux du Joker qui s'attaquent au duo. Les deux justiciers tentent de se défendre, mais finissent par être submergés, au point où Bruce perd sa ceinture. Par chance, en dérobant cette ceinture, les Jokers ratés déclenchent l'alerte de la Batmobile qui fait irruption à travers le mur, mettant ainsi un terme rapide à l'assaut. Suite à cela, le duo poursuit son enquête afin de retrouver Jason. C'est là qu'il repère un Joker raté que Barbara pense être Jason, mais heureusement, ce n'est pas lui. En chemin, ils sont témoins des atrocités commises par les Jokers à l'encontre des personnes présentes sans parvenir à en saisir la raison. Finalement, ils découvrent le corps ensanglanté de Jason dans une pièce du fond, mais celui-ci est encore vivant. Rapidement, Jason reprend connaissance et en raison du traumatisme infligé une nouvelle fois par le Joker, il perd la raison et s'en prend à Batman, l'accusant d'être responsable de son état actuel, affirmant que sa souffrance découle de sa trahison de l'époque, de l'avoir abandonné et de sa décision de prendre un autre Robin pour l'oublier. Complètement désorienté, il est néanmoins apaisé par Barbara qui le prend dans ses bras, parvenant ainsi à le calmer devant un Batman muet. Il sait très bien à ce moment-là que Jason n'a pas tort. Plus tard, alors qu'il se repose dans l'appartement de Barbara, Batman prend la décision de poursuivre de son côté l'affaire afin d'explorer certaines pistes concernant les Jokers. Jason finit par se réveiller un peu plus tard. Après s'être accordé le temps de prendre une douche, il confie à Barbara avoir fouillé dans ses affaires, découvrant ainsi un ouvrage de thérapie contre la douleur, lié à l'époque où elle se trouvait en fauteuil roulant à cause du Joker. Ils s'accordent alors tous les deux à reconnaître les nombreuses similitudes entre leur parcours tragique provoqué par le prince du crime. Barbara fait part à Jason d'une expérience très similaire à celle qu'il traverse actuellement et exprime son désir de l'aider à surmonter cette épreuve, bien qu'elle réalise que Jason n'a jamais bénéficié de l'attention de quiconque depuis ses débuts, même pas de Bruce qui était à l'époque toujours très dur avec lui pour le renforcer. Alors qu'ils se croisent leurs regards, ils échangent un doux baiser. Toutefois, Barbara interrompt ce moment, déclarant à Jason qu'il commet une erreur et qu'il ne devrait pas s'engager dans ce type de comportement. Dans la Batcave, Bruce s'attelle à l'examen de deux dossiers particulièrement intrigants. L'un concerne un criminel notoire ayant disparu, tandis que l'autre porte sur la disparition d'un clown et d'un humoriste dont les profils semblent étrangement correspondre à diverses manifestations du Joker au fil des ans. Cependant, la question se pose, qui est le premier Joker? Puisque si le criminel a disparu à l'époque pour devenir le Joker criminel, et donc le premier en théorie, qui est responsable de sa transformation? Et si un comique et un clown ont aussi disparu au même moment, qui est le responsable de leur transformation? C'est précisément là que réside toute la complexité de l'enquête. Parallèlement, à l'insu de Bruce, les deux Jokers ont fait leur apparition à la prison de Blackgate dans le but d'enlever Joe Chill. Le comédien braque alors une caméra sur Joe et lui pose la question suivante. Pourquoi avez-vous réellement tué Thomas et Martha Wayne?
De son côté, Batman convoque alors Barbara et Jason, exposant ses découvertes relatives à l'enlèvement de personnes par les Jokers depuis de nombreuses années dans le but de donner naissance à un Joker parfait, corroborant ainsi les affirmations du criminel à l'égard de Jason plus tôt. Ce dernier déclare alors son intention d'en finir avec les deux Jokers en les éliminant une bonne fois pour toutes, arguant que Bruce est beaucoup trop faible pour accomplir cette tâche. Sauf que là, la goutte déborde du vase. En réponse à cette énième attaque, pour la première fois, Batman perd complètement son sang-froid, s'en prenant à Jason avec véhémence, lui affirmant que même lui a envisagé à plusieurs reprises d'ôter la vie du Joker, compte tenu des atrocités qu'il a pu commettre à travers les années, mais qu'il s'est tout de même abstenu de le faire afin de ne pas devenir ce qu'il combat. Jason persiste dans sa provocation, mais Barbara intervient pour apaiser les tensions. Bruce parvient finalement à retrouver son calme et propose de rester soudés sur cette affaire. Bruce procède à l'analyse des trois Jokers, soulignant que chacun d'eux a joué un rôle significatif au cours de sa carrière de super-héros. Le criminel évoque ses premières confrontations avec le Joker. Le clown, quant à lui, rappelle le milieu de sa carrière à une époque où le Joker était réduit à une pure caricature de la folie, tandis que le comique, le plus récent selon lui, se distingue par des manières beaucoup plus sadiques et surtout par une force physique supérieure à celle des autres. Batman est convaincu que l'un d'eux est nécessairement l'original, donc que le vrai et premier Joker n'est pas mort. Bien que le premier adversaire rencontré durant ses débuts ne soit pas nécessairement celui qui a engendré les deux autres. Barbara avance alors l'hypothèse que si le Joker original parmi ces trois-là a donné naissance aux deux autres, c'était peut-être dans le but de dissimuler au mieux sa véritable identité. Dès lors, découvrir l'original pourrait permettre de révéler l'identité authentique du Joker. Cependant, Jason perçoit que Bruce ne leur divulgue pas l'intégralité de la vérité. Il soupçonne qu'il connaît l'identité réelle du Joker. Mais le Chevalier Noir lui rétorque que s'il en avait connaissance, il n'hésiterait nullement à le leur faire savoir. Avant que cette discussion ne s'intensifie, Batman reçoit une alerte de Blackgate, signalant l'enlèvement de Joe Chill. Sur les lieux, en procédant à l'investigation de la cellule de Chill, Batman découvre un ensemble de lettres manuscrites que Chill avait l'intention de lui adresser, mais qu'il n'a jamais envoyées, sans qu'il en connaisse la raison. Parmi ces lettres, il en identifie une portant le nom de Batman. En l'ouvrant, il découvre un billet pour le signe de Zorro, réalisant ainsi que les Jokers ont élu domicile dans l'ancien cinéma de Gotham, le même endroit où Bruce et ses parents avaient visionné le film avant de mourir. L'équipe de héros se dirige rapidement vers l'ancien cinéma de la ville où ils découvrent affiché sur le mur d'annonce le nouveau Joker, ce qui pourrait indiquer qu'ils ont enlevé Joe Chill afin de le transformer en nouveau Joker. Grâce à leur formation avancée sous la tutelle de Batman, Barbara et Jason saisissent rapidement la direction à prendre pour agir efficacement sans qu'aucun mot de Bruce ne soit nécessaire. Une fois regroupés à l'intérieur, à des emplacements stratégiques au sein du cinéma, le Joker surprend Bruce dans la salle de projection. Barbara pénètre alors promptement dans la salle du projecteur, mais est aussitôt submergée par de nombreux individus sous l'influence du Joker, tandis que Jason subit le même sort plus bas, laissant ainsi Batman seul face au criminel qui détient Joe Chill. Le criminel explique alors à Bruce qu'autrefois, il envisageait de transformer Jason et Barbara en un Joker parfait. Cependant, selon lui, Jason était légèrement trop impétueux et Barbara, quant à elle, possédait une bonté excessive. Bruce confronte alors le criminel, mais ce dernier établit clairement sa domination, arborant un gilet explosif qui pourrait causer la destruction totale de l'endroit à tout instant en cas de mouvement brusque de la part du Chevalier Noir. Le criminel dévoile alors son désir d'être tout pour Batman, une aspiration qu'il n'a jamais pu réaliser, contrairement à Joe Chill, dont il sait que sa mémoire perdurera éternellement dans l'esprit de Bruce, car c'est précisément en raison de lui que Batman a vu le jour. Le criminel est donc conscient que Batman est en réalité Bruce Wayne. Il est également jaloux de l'importance que Joe Chill occupe dans la mémoire de Bruce et, afin de se placer au cœur de l'attention de Batman, comme Joe Chill l'est actuellement, il envisage de faire de ce dernier le nouveau Joker,
Voilà le cœur de cette intrigue. Le Joker veut être le centre d'intérêt principal de Batman et non un vulgaire vilain qu'il combat parmi tant d'autres. Il aime de manière sadique le Chevalier Noir, sauf que lui le repousse tout le temps. L'histoire même du Joker et de Batman est comparable à une histoire d'amour où l'un dit « je t'aime » et l'autre répond « pas moi ». Le Joker a toujours été amoureux de Batman. Attention, pas amoureux de manière romantique, C'est un amour loin des émotions qu'un homme et une femme peuvent ressentir l'un envers l'autre par exemple. Le Joker, lui, est obsédé par le Chevalier Noir parce qu'il est le seul qui peut vraiment l'arrêter. Et il aime ça. Je vous invite à voir ma vidéo sur le jour où le Joker a perdu son sourire. Tout est parfaitement expliqué par le Joker dans cette vidéo concernant sa relation avec Batman. Bref. Alors que le criminel suspend Joe Chill au-dessus d'une cuve de produits toxiques, Batman, dans un ultime effort, se jette sur le Joker avec rapidité, empêchant ainsi ce dernier de se faire exploser. Cependant, le briquet qu'il tenait échappe à son emprise et tombe dans la cuve, provoquant une immense explosion suivie d'un incendie dans le cinéma. La confrontation finale débute alors entre le prince du crime et le Chevalier Noir à travers les flammes. Néanmoins, le criminel, désireux de voir émerger un nouveau Joker, coupe la corde, retenant Joe, le faisant chuter vers la cuve. Face à cette situation tragique, Batman se voit contraint de laisser fuir le Joker pour sauver Joe Chill. Toutefois, durant ce sauvetage, il parvient aussi à neutraliser le criminel. Après avoir déposé Joe Chill hors de cet endroit, il se retrouve alors confronté à une situation que le Chevalier Noir a toujours redoutée, faire face à l'homme responsable de sa propre naissance. En l'observant, Bruce ne peut pas s'empêcher de revivre l'époque où l'arme était braquée sur lui. Joe Chill, quant à lui, confie qu'il connaît Batman et surtout qu'il est conscient et qu'il assume les actes qu'il a commis par le passé. Il suppose dès lors que Batman s'apprête à le tuer. Toutefois, ce dernier refuse de céder à cette impulsion malgré leurs souvenirs communs. Joe Chill déclare pourtant qu'il mérite de mourir et présente ses excuses à Bruce, révélant ainsi qu'il sait que Batman est en réalité Bruce Wayne. À cet instant, le muret derrière Chill s'effondre sur lui, mais une fois encore, Batman intervient pour le sauver, illustrant ainsi que sa moralité a prévalu sur la haine qu'il nourrissait à l'égard de Joe Chill. Batman a accordé son pardon à l'assassin de ses parents. C'est à mes yeux l'une des plus belles séquences avec Batman, tout comics confondu. Il pardonne l'assassin de ses parents grâce à sa moralité qu'il a justement obtenue grâce et à cause de Joe Chill en devenant Batman. Le criminel, toujours debout, réalisant l'échec de son stratagème, prend la décision de se faire exploser afin d'entraîner Batman dans sa chute. Cependant, il est soudainement atteint d'une balle en pleine tête. Croyant dans un premier temps que Jason a recommencé à tuer, Batman se rend compte en réalité que c'est le comique qui vient d'éliminer le criminel. En riant, ce dernier proclame qu'il ne reste désormais plus qu'un Joker et se rend à Batman, mettant ainsi un terme à cette grande enquête. Peu après, tandis que Bruce escorte personnellement le Joker jusqu'à Arkham, Jason ramène la Batmobile à la Batcave. Avant cela, il tente d'établir une nouvelle connexion avec Barbara, espérant qu'un avenir à deux soit envisageable, mais cette dernière n'est pas prête à envisager une telle possibilité et rejette les avances de Jason, parce qu'elle ne veut pas l'aimer à cause de la douleur qu'il ressente. Dans le fourgon, l'un observe silencieusement l'autre, jusqu'à ce que le Joker prenne la parole et annonce avec un sourire qu'il connaît l'identité de Bruce Wayne en tant que Batman, ainsi que celle de Batgirl et de Red Hood. Il précise toutefois que cette connaissance lui importe peu, affirmant qu'il ne révélera jamais la vérité au monde car cela entraînerait la fin de Batman, ce qu'il ne souhaite absolument pas. Bruce lui demande alors ce qu'il désire réellement. Le Joker répond qu'il ne cherche pas ce que les deux autres convoitaient. Le clown, lui, souhaitait simplement voir les autres souffrir et s'en moquer, tandis que le criminel était tellement obsédé par l'idée de concevoir un Joker parfait que ça en devenait absurde. Selon le comique, l'idée même de créer un Joker avec une identité est une absurdité, car le Joker incarne justement le mystère et le chaos. Il révèle alors à Bruce qu'il regrette d'avoir créé le criminel, indiquant ainsi que c'est en réalité le comique qui est le premier de tous. Toutefois,
il sème le doute en suggérant à Bruce que c'est peut-être le criminel qui regrette d'avoir créé le comic. Et ouais, les choses ne sont pas aussi simples. Batman, qui est épuisé et fatigué de la situation, demande au Joker la chute de cette blague. Cependant, le Joker lui rétorque qu'il n'y a pas de blague cette fois-ci. Les deux autres n'ont pas saisi la véritable nature de son être. Le comique a alors réussi à persuader les deux autres Jokers que Joe Chill représenterait le Joker idéal, ayant compris qu'aucun crime ne saurait être plus tragique que celui perpétré par Joe Chill à l'encontre de Bruce. Il a ainsi manipulé chacun d'eux pour obtenir ce qu'il désirait. Batman a sauvé la vie de Joe Chill, puis a accordé son pardon en tant que Bruce Wayne. Ce faisant, il a permis au Joker, donc lui, de devenir désormais sa plus grande et douloureuse souffrance. Et il le sera encore et encore jusqu'à ce qu'ils meurent ensemble. C'est lui qui a laissé tous ces indices au cours de l'aventure, notamment avec les empreintes de Joe Chill. Il trouvait ça amusant de mettre Batman sur la piste. Après cela, Bruce choisit de se rendre auprès du lit de mort de Joe Chill afin de lui apporter son soutien avant qu'il ne s'éteigne, confirmant véritablement les paroles du Joker. Bruce accorde un pardon total à Joe Chill. Par la suite, il prend la décision de se rendre en Alaska. À son arrivée, il observe une mère et son fils, s'assurant de leur sécurité, car ces deux individus ne sont autres que l'ex-épouse et le fils du comique, donc du Joker. Bruce connaît en réalité la réelle identité de ce dernier, information qu'il a acquise précisément une semaine après leur première rencontre à l'époque. Auparavant, l'individu en question était véritablement un comique, mais un comique raté et sans emploi. Ses échecs ont eu des répercussions sur sa vie personnelle et surtout sur son mental, notamment avec sa femme enceinte à cette époque, avec qui il devenait de plus en plus sombre à cause de ses échecs. Comme dirait un certain Joker, sa vie n'était qu'une comédie. Sa femme, craignant pour sa sécurité et celle de leur futur enfant, a signalé la situation à la police dans l'espoir de s'en échapper. Grâce à une collecte de fonds, les forces de l'ordre ont réussi à l'évacuer de Gotham vers l'Alaska pour la cacher. De son côté, au moment de découvrir que sa femme avait disparu, le comique a appris par la police qu'elle avait été tuée lors d'un accident domestique. Une nouvelle qui va complètement faire perdre la tête au comique, qui va finalement devenir le Joker. Toutefois, dans le but de protéger cette petite famille, Bruce s'est engagé à ne jamais révéler l'identité du Joker, redoutant que ce dernier ne découvre que sa femme et son fils sont en vie. Puis, de toute manière, le nom n'a plus aucune importance. Il n'y a désormais que le Joker. Vous vous souvenez de la scène où le comique avait imaginé un dîner avec sa femme et son fils? Eh bien maintenant, vous avez sûrement compris que cette imagination provient de la réalité. Il s'imaginait une vie si sa femme était restée avec lui, avec son futur fils. Puisque, à ses yeux, sa femme et son enfant à naître sont morts. Ça rajoute vraiment un côté mélancolique à cette version du Joker, qui se révèle finalement être, on va dire, l'original. Ou peut-être pas, qui est le vrai, qui est le nouveau, qui est l'ancien, ou même quel est son nom. Personne ne le sait, et ça fait entièrement partie du personnage du Joker. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Lore. N'oubliez pas le petit like, ça récompense le travail fourni. Le commentaire pour me donner votre avis sur cette superbe histoire et je vous conseille vraiment de lire les 3 Jokers de votre côté. Je vous assure que l'expérience sera complètement différente de la vidéo. C'est un comics qui vaut vraiment le coup d'être lu. Il est trouvable partout en magasin ou sur internet. Exceptionnellement, je vous mets quelques liens dans la description pour vous procurer le comics. Ce n'est pas sponsor, affilié ou autre. Je veux seulement que vous lisiez ce comics qui est vraiment exceptionnel. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.